notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de l'admettre. L'humanité souffre, elle souffre de mal-développement, au nord comme au sud, et nous sommes indifférents. La Terre et l'humanité sont en péril, et nous en sommes tous responsables. Il est temps, je crois, d'ouvrir les yeux. Sur tous les continents, les signaux d'alerte s'allument. L'Europe est frappée par des catastrophes naturelles et des crises sanitaires. L'économie américaine, souvent boulimique en ressources naturelles, paraît atteinte d'une crise de confiance dans ses modes de régulation. L'Amérique latine est à nouveau secouée par la crise financière et donc sociale. En Asie, la multiplication des pollutions dont témoigne le nuage brun s'étend et menace d'empoisonnement un continent tout entier. L'Afrique est accablée par les conflits, le sida, la désertification, la famine. Certains pays insulaires sont menacés de disparition par le réchauffement climatique. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le XXIe siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie. C'est en ces termes que Jacques Chirac, alors président de la République française, interpelle l'ONU le 2 septembre 2002 à l'occasion du 4e sommet de la Terre à Johannesburg, en Afrique du Sud. Ce discours semblait marquer le début d'une prise de conscience de l'État et des élites françaises face à l'ampleur des crises climatiques et environnementales engendrées par le capitalisme. Dans la continuité de cette prise de parole présidentielle, le gouvernement Raffarin promulgue le 1er mars 2005 la Charte de l'environnement. Intégré dans le bloc de constitutionnalité du droit français, ce texte précise à l'article 2 que toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. 20 ans plus tard, ce jeudi 14 novembre 2023, comparaissaient devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains Claudine et Sylvie, deux militantes du collectif Elzéar Lure en Résistance. Leur tort, avoir tenté de stopper le travail des machines qui, depuis bientôt près d'1 an, détruisent plusieurs dizaines d'hectares de forêt, jusqu'ici préservés de toute activité industrielle. Boralex, entreprise multinationale prétendument spécialisée dans la production d'énergie dite verte, est en effet empêché de mener son œuvre de destruction massive d'un patrimoine naturel inestimable au sein d'un territoire classé réserve de biosphère par l'UNESCO depuis 1997. Ce funeste projet industriel s'inscrit dans le cadre du plan climat, une COP d'avance portée par la région Sud PACA. L'objectif de ce plan, produire d'ici à 2030 11 gigawatts d'énergie solaire par an, l'équivalent de la production annuelle de 25 réacteurs nucléaires. Alertés par ce projet industriel qui consiste à saccager un écosystème épargné par les activités humaines, plusieurs associations et collectifs ont décidé de constituer différents recours pour tenter de mettre un coup d'arrêt définitif à ce projet. Les études d'impact menées par les défenseurs de l'environnement font état de plus de 80 espèces protégées directement menacées par l'implantation de cette future centrale électrique. Sans parler bien entendu des très nombreuses conséquences qu'un parc photovoltaïque de cette ampleur impose à l'environnement. La délégation Alpes-d'Haute-Provence de Fakir s'était déjà rendue en septembre 2023 à la rencontre de ces citoyennes et citoyens engagés pour le climat sur la montagne de Lure. Sur place, nous avions recueilli les propos de l'une des deux accusées, Sylvie, dont nous avions retranscrit dans un document exclusif de 4 pages intitulé « Plaidoyer pour le vivant » son interview. Informés de la tournure des événements, nous avons donc répondu présent à l'appel du collectif pour soutenir leurs deux militantes. Dans la joie et la bonne humeur, comme toujours, nous avons exprimé notre soutien indéfectible envers celles et ceux qui se battent chaque jour pour tenter de protéger notre si précieuse planète Terre, et nous n'étions pas seuls.
Étaient entre autres présents Extinction Rébellion, le collectif citoyen pour un autre photovoltaïque dans les Alpes du Sud, le groupe national de surveillance des arbres ou GNSA, la Ligue des droits de l'homme, ainsi qu'une multitude de militants associatifs, de citoyennes et de citoyens venus en nombre. À cette occasion, nous donnons la parole à Carole, militante LZAR Lure en Résistance, Marie, coprésidente du GNSA, et Barbara d'Extinction Rébellion. Nous sommes ici pour venir soutenir nos collègues Claudine et Sylvie qui ont été emmenées en garde à vue il y a quelques semaines parce qu'elles faisaient donc un blocage sur le chantier de la société Boralex en montagneux de Lure afin d'empêcher les machines de continuer leur travail de dévastation qu'elles ont commencé il y a déjà 1 an quasiment, oui. Et donc elles accomplissaient ainsi en fait une action de désobéissance civile dans une optique totalement non violente. Ces 2 militantes ayant très régulièrement, voire beaucoup participé donc à des actions de blocage, sont donc accusées par la société Boralex d'avoir ralenti les travaux qui sont faits en montagne de Lure pour installer des parcs de panneaux photovoltaïques. Donc elles ont nui en fait au bon déroulement des travaux, elles ont donc fait perdre de l'argent à la société et donc elles sont attaquées. Elles ont 60 et 72 ans, elles sont toutes les deux plus fluettes l'une que l'autre. Bon, c'est ridicule, non seulement c'est ridicule, mais nous on le vit mal et elles aussi le vivent mal parce que c'est une humiliation inutile. Je veux dire, c'est vraiment vouloir nous faire passer pour des éco-terroristes, mais ce que nous ne sommes pas, nous sommes l'inverse de ça. On a vraiment un cadre très strict au niveau de nos actions. Pas d'agressivité non plus vis-à-vis du personnel de Boralex, avec lequel d'ailleurs on n'avait pas de mauvaise relation, pas du tout. Je veux dire, je crois qu'on a aussi beaucoup discuté avec eux, donc on n'est pas du tout dans une logique violente, on est dans une logique de dialogue, de persuasion. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est de voir ces 2 femmes menottées, les mains en arrière, transportées dans une voiture, toujours menottées, les mains en arrière. Mais je veux dire, mais quand on les regarde, je veux dire, comment les policiers peuvent-ils justifier un traitement pareil ? Quand on présente en fait ces panneaux, ces panneaux, parce qu'un panneau photovoltaïque, ça se conçoit tout à fait, qu'on les mette sur les toits, qu'on les mette sur les zones anthropisées. Personnellement, moi j'en ai sur mon toit. Notre opposition n'est pas à l'énergie solaire, pas du tout. Mais nous sommes contre le fait que pour installer cette énergie de soi-disant de substitution, ça aussi est faux, nous détruisons les milieux naturels. Enfin nous. Les sociétés donc, qui ont obtenu en fait des marchés détruisent les milieux naturels et en particulier la forêt, ce qui nous paraît être quelque chose d'aberrant, sachant à quel point, tu l'as entendu tout à l'heure dans les prises de parole, les forêts sont des puits naturels de carbone, ça assure le régime des pluies, ça assure de la fraîcheur, le maintien des sols, le maintien de la biodiversité. Enfin, c'est aujourd'hui, plus que jamais, elles sont absolument indispensables au vu des gaz à effet de serre que nous émettons. Donc c'est totalement ridicule, sachant que les panneaux solaires sont la plupart fabriqués loin, donc le transport des matériaux émet lui aussi des gaz à effet de serre. Les matériaux dont on a besoin en fait polluent énormément les milieux dont ils sont issus. Il y a des éléments donc qui viennent par exemple de Chine et on sait très bien que c'est un pays qui est extrêmement pollué, où il y a des ouvriers qui travaillent pour 3 clopinettes et dans des milieux qui sont particulièrement cancérigènes, etc. Il n'y a pas d'énergie propre. Ça ne veut pas dire que nous voulons revenir à la bougie, mais si nous devons miser sur les renouvelables, utilisons-les de la manière la plus judicieuse possible. Maintenons nos milieux naturels. Installons-les dans des zones anthropisées, ni sur des sols agricoles, ni sur des sols forestiers. Les études d'impact, elles sont menées sous l'égide de la société Boralex. Donc celle-ci, lorsqu'elle émet, en fait, lorsqu'elle communique le résultat des études, en fait, trie aussi au niveau des résultats. Donc il y a là quelque chose en fait qui n'est pas totalement sincère, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a des espèces protégées, par exemple, qui n'avaient pas été répertoriées. Et d'ailleurs, à ce titre, nous avions déposé une plainte. Ce qui est particulièrement déplorable, c'est qu'en fait,
lorsque ce fait est souligné et lorsque l'on dépose plainte pour mentionner en fait ces manquements, eh bien, la société Boralex, donc, elle a à plusieurs reprises obtenu une dérogation de la part de la préfecture. Pourquoi ? Parce qu'on se situe donc dans le cadre de cette fameuse loi d'accélération énergétique qui date d'il y a quelques mois. Et donc, en fait, j'allais dire, ces grandes entreprises, puisque notre gouvernement mise sur les grandes entreprises pour produire en fait de l'électricité, ces grandes entreprises finalement eh bien, font ce qu'elles veulent. Donc, ce qui est, je trouve, extrêmement gênant, c'est que en dehors en fait j'allais dire d'une tristesse profonde, c'est presque du désespoir de voir cette nature à laquelle on tient tant, qu'on sillonne tellement. Enfin, on est de nombreux randonneurs en fait dans notre mouvement. Je veux dire, cette belle montagne de Lure, je veux dire, on l'a au cœur, on l'a dans les jambes, on l'a dans le corps, on l'a dans le nez, on l'a voilà. Et l'avoir démolie, c'est vrai que c'est une très grande tristesse, mais il monte une grande colère aussi parce que parfois, on se demande si on est vraiment dans un état de droit. Et ce qui me gêne de plus en plus, c'est que à agir comme ça, le gouvernement va faire perdre confiance dans la démocratie. C'est déjà le cas pour certains. On est encore quelques-uns à penser qu'on peut, j'allais dire, remonter les choses, enfin, je veux dire, redresser la barre, hein, je veux dire, mais c'est très très difficile, c'est de plus en plus difficile. Donc si on n'a pas de démocratie, qu'est-ce qui nous reste ? Je suis Marie Véroda, je suis coprésidente du GNSA, le groupe national de surveillance des arbres, et au sein de ce GNSA, eh bien, je travaille également à la coordination du pôle juridique. Alors, on travaille sur plusieurs pôles au GNSA, bien sûr, la communication, le pôle administratif, financier, le pôle action, pôle juridique, et j'en oublie un, tant pis, ça me reviendra peut-être plus tard. Donc le GNSA, c'est une jeune association de 4 ans d'existence qui est née de l'initiative de Thomas Breil, qu'on a récemment vu beaucoup dans les médias parce qu'il a fait une grève de la faim de 40 jours. Il s'est accroché dans un arbre face au ministère de la Transition écologique pour dénoncer le projet A69 entre Toulouse et Castres, un projet qui détruirait 400 hectares de terres fertiles avec bien sûr des arbres, des milieux naturels, etc. Et donc un projet que le GNSA ne peut pas passer, et donc le GNSA va sur cette action avec le collectif La Voix est libre. Mais le GNSA est également présent partout en France au travers de groupes locaux. Et donc on est dans les régions où on perd des arbres. Et donc nous sommes alertés par des citoyens. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous sommes à Digne, donc dans le 04. Et nous avons été alertés il y a 1 an qu'il se passait quelque chose sur la montagne de Lure. La montagne de Lure, espace naturel, espace culturel, historique et patrimoine naturel, bien sûr. Cette montagne de Lure était en danger parce que menacée par des multinationales qui veulent y implanter 1000 hectares de panneaux solaires. Alors ces 2 militantes, Sylvie et Claudine, ainsi que tout le collectif Elzéar, ce sont eux qui nous ont alertés, qui ont alerté le GNSA sur cette problématique de destruction des forêts de la montagne de Lure. Et leur combat, c'est le nôtre en fait. On demande juste l'application de la réglementation environnementale. En l'occurrence, à Cruis, c'est l'article L412-1 qui n'est pas respecté, c'est-à-dire la réglementation concernant les espèces protégées. Il faut savoir qu'on est actuellement dans un contexte d'effondrement de la biodiversité, c'est constaté par les scientifiques. Tous les scientifiques nous alertent sur ce point. Et pour autant, des multinationales, à Cruis c'est la multinationale Boralex, une multinationale canadienne, viennent dévaster nos espaces naturels, notre biodiversité, sans détenir toutes les autorisations. Alors ils ont des autorisations administratives, ils s'en gargarisent, mais pour détruire des habitats d'espèces protégées, il faut obtenir certains documents, et là, clairement, Boralex n'est pas dans les clous. Donc ces 2 militantes, elles se sont allongées
devant des engins de la multinationale pour les empêcher d'accomplir des destructions irréversibles sur ce milieu naturel. Et donc nous les soutenons bien sûr, nous étions là, j'ai aussi participé à des blocages, j'aurais pu être l'une de ces militantes. Ce que ça vient dire, c'est que maintenant, aujourd'hui, les citoyens doivent se mettre ils doivent prendre les risques physiques et les risques juridiques pour défendre le vivant. Alors qu'il y a des personnes qui sont chargées, dont c'est le métier, de surveiller le vivant, de veiller aux intérêts du vivant, d'appliquer la loi, d'appliquer la réglementation environnementale. Et ces personnes regardent ailleurs à Cruys. Pourquoi ? Tout simplement parce que le gouvernement favorise l'implantation de ces multinationales, en plus en disant « mais oui, c'est pour implanter du photovoltaïque et c'est une énergie verte ». Eh bien non, le prix à payer, il est trop lourd. Et nous, on est venu dire ce n'est pas une énergie verte. Quand le photovoltaïque est implanté dans les milieux naturels, ce n'est pas une énergie verte. Et nous sommes venus aussi, l'autre raison de notre présence ici, c'est pour dire que nous soutenons tous ceux qui se lèvent pour réclamer l'application de la réglementation environnementale. Alors non seulement il y a le fait qu'elle soit traduite en justice aujourd'hui, mais tout ce qu'elles ont subi avant, moi je tiens à ce que ce ne soit pas occulté, parce qu'il y a eu des menaces, des intimidations, il y a eu des personnes qui ont été traînées, des personnes d'un certain âge quand même, qui ont été traînées, malmenées pour les déloger, pour les désenchaîner des engins, qui ont été brutalisées, qui ont été insultées. Sur d'autres luttes, il y a des choses plus graves qui se passent et nous on en est témoins au GNSA. Il y a des écureuils les écureuils, ce sont les grimpeurs pros qui montent pour protéger les arbres d'alignement. Actuellement, il y en a sur la 69. Eux, ils sont victimes, il y en a qui ont été victimes pendant 3 jours de privation de ravitaillement par les équipes au sol de soutien. Ils ont été victimes de privation de sommeil. Enfin, aujourd'hui, les défenseurs de l'environnement vivent les pires sévices. Il y a eu les événements aussi, bien sûr, Sainte-Soline, les gazages, plus récemment sur Saïx, le rassemblement sur Saïx, le Ramadan sur le Macadam, où le GNSA, bien sûr, était présent. Thomas Braille a été le premier à être matraqué par les CRS. Donc, tout ça, ça fait peser, en fait, la réponse du gouvernement, elle est forte et les moyens, ils sont démesurés par rapport au militantisme qui est... les militants, ce sont des personnes qui vont sur les actions, mais avec leur cœur. Ce sont des citoyens lambda, c'est pas des guérilleros, c'est pas des délinquants. Beaucoup, ils sont présentés comme étant des hippies, voilà, les écolos, les hippies, on parle d'eux très mal. Éco-terroristes, délinquants dans la bouche des ministres mais c'est impensable de recevoir ça parce que ce sont des personnes qui ont du travail, qui ont de la famille et puis même ce sont des citoyens. C'est vraiment toute la population est représentée en fait dans ces luttes et toute la population veut défendre le vivant parce que ces personnes, une fois qu'elles ont pris conscience du fait qu'il y avait l'effondrement de la biodiversité, on faisait face à des défis environnementaux qui sont les enjeux de demain, toutes ces personnes-là ont conscience de ça. Et qu'est-ce que ça vient dire un procès comme celui d'aujourd'hui? Tout simplement, ça, pour moi, ça vient dire que le gouvernement, il est vraiment à côté de la plaque. Alors, est-ce que ce sont les prémices de l'effondrement de l'ancien monde? On dit qu'il y a toujours des sursauts, une rage de sursaut avant que ça s'effondre. J'espère que c'est ça. Mais ça vient dire quelque chose de fort, mais nous aussi, on vient dire quelque chose de plus fort encore. Et ce qu'il y a, c'est que nous, ce qu'on a, que le gouvernement n'a pas, nous, opposants à tous ces projets écocides, nous, on a la force morale.
Voilà. Et cette force-là, ils ne pourront pas nous l'enlever, même s'ils nous traînent devant les tribunaux, même s'ils nous privent de liberté, même s'ils nous suivent, ils nous traquent sur nos portables, même si voilà, ils nous contraignent, ils nous interdisent d'aller à des endroits. La lutte, elle existera tant qu'existeront des projets écocides. On a besoin vraiment de toutes les bonnes volontés. Bien sûr, l'exemple de Sylvie et de Claudine, ce sont des femmes exemplaires. Il y en a d'autres dans le collectif Elzéar. Il y en a d'autres dans d'autres luttes, des personnes exemplaires qui s'engagent corps et âme, qui prennent des risques juridiques et des risques physiques pour défendre le vivant. Mais on peut très bien aller dans la lutte environnementale sans prendre ces risques-là. C'est-à-dire que les luttes environnementales, il faut savoir qu'il y a aussi énormément de travail qui est fait en arrière-garde. Et des personnes peuvent très bien rejoindre les rangs des luttes sans pour autant prendre les risques qu'ont pris Sylvie et Claudine. Il y a de la place pour tout le monde. On a besoin de personnes voilà, qui savent écrire des textes. On a besoin de photographes. On a besoin que dire de personnes qui savent monter des vidéos. On a besoin de techniciens pour voilà, fabriquer on a besoin de peintres pour fabriquer des banderoles. On a besoin... Tous les talents, toutes les compétences sont les bienvenus dans les luttes environnementales. Et donc il ne faut pas hésiter à rejoindre les associations, les collectifs. Moi j'invite toujours chaque citoyen à devenir sentinelle déjà dans sa propre ville, dans son propre village. Allez dans vos mairies, allez vous renseigner quand vous voyez un panneau qu'un coin de verdure va être urbanisé. Allez vous renseigner qu'est-ce qu'il y a derrière. Est-ce que sur cette parcelle-là, il y a des arbres, il y a des bosquets, il y a des haies, il y a une petite mare, un coin de fraîcheur. Allez vous renseigner en mairie quel est le projet derrière et devenez des lanceurs d'alerte. Et rejoignez les associations, rapprochez-vous des associations pour aller chercher. Les associations, elles ont les compétences, elles ont les réponses juridiques, les canaux, les réseaux pour travailler. Et donc n'hésitez pas, nous on accueille vraiment tout le monde et on a besoin de bras, on a besoin de compétences, on a besoin de personnes, voilà, même timides, c'est pas grave. Moi il y a 5 ans, franchement, les espèces protégées, je pensais qu'elles étaient protégées, il n'y avait rien à faire. Et aujourd'hui, eh bien, je me bats pour elles et je me bats pour les arbres. Et j'ai acquis des compétences dans les luttes, on fait des rencontres formidables. On travaille avec des experts qui sont prêts, qui partagent leurs connaissances et c'est vraiment formateur et c'est un bouillonnement les luttes, c'est de la solidarité aussi, c'est de la fraternité, c'est riche de plein de choses et je ne suis pas sûre que au gouvernement les réunions ministérielles soient aussi riches que les réunions dans les luttes. Barbara de Extinction Rebellion Marseille. Alors, Extinction Rebellion, c'est un mouvement international qui lutte contre les projets destructeurs pour l'environnement et le réchauffement climatique. Donc, il existe depuis 2018. Il a été créé en Angleterre et il s'est exporté ensuite en France en 2019 et ensuite il a proliféré partout dans le monde. Donc, on a une antenne locale à Marseille. C'est un mouvement qui se veut décentralisé. Donc, chaque groupe local peut proposer des actions. Alors c'est beaucoup des actions de désobéissance civile, mais pas que. On est principalement connu pour ça parce que c'est ce qui fait parler dans les médias. Mais on propose aussi plein d'autres choses qui sont super intéressantes. Et du coup, pourquoi on est venu ? Donc on a participé aux blocages qui ont eu lieu sur la montagne de Lure au-dessus de Cruys pour venir en soutien principalement au collectif Elzéar parce qu'ils avaient besoin de renforts. Comme c'est une zone qui est rurale et qui est assez peu peuplée et qu'il y a quand même une population qui est globalement vieillissante, en fait nous, comme on vient de la ville, on pouvait apporter aussi un peu de main d'œuvre, on va dire, de désobéissance civile. C'était vraiment beaucoup en soutien et contre ce projet-là, quoi. On ressent beaucoup d'émotions, on ressent de la colère, de la frustration. Beaucoup de la tristesse aussi de voir ces milieux qui sont comme ça saccagés, des espèces qui sont menacées, etc. Principalement c'est les émotions. Après aussi de la joie quand même d'être ensemble et de faire des projets ensemble. Qu'est-ce que tu pourrais te dire à des personnes qui s'intéressent à la question de la protection de l'environnement, qui auraient envie de faire quelque chose mais qui craignent peut-être ces représailles-là ?
Du coup, là, je leur dirais de soutenir le mouvement par tous les moyens qu'ils peuvent, notamment en partageant sur les réseaux sociaux, en parlant autour d'eux et d'elles, à leurs proches, à leurs familles, à leurs amis, pour essayer de faire connaître le mouvement et faire connaître cette lutte-là. Donc ça peut passer par plein de moyens, ça peut être des pétitions, ça peut être aussi financièrement, parce que en fait, la lutte, là par exemple, il y a des frais judiciaires qui sont engagés, donc ça peut être soutenir, il y a des cagnottes qui sont en ligne, donc ça peut être juste soutenir financièrement, déjà c'est énorme. C'est vrai que la désobéissance civile, ça peut faire peur, parce qu'en fait on met en danger nos corps, on risque aussi du coup de se retrouver en procès. Et moi ce que je voulais dire, c'est l'opposition entre la légalité et la légitimité, parce que quelquefois, par exemple, bloquer des machines, ça peut être illégal parce que c'est entraver le travail des ouvriers, c'est rentrer sur un site qui est privé. Mais nous, on considère que c'est des actions qui sont légitimes, et d'où ce truc-là de devoir, par rapport à l'article 2, où en fait on estime qu'on a ce devoir-là, nous, de faire valoir nos droits, en fait, en tant que citoyens et en tant que parole, parce qu'en fait la parole, on voit qu'elle n'est jamais écoutée, la parole des citoyens, elle n'est jamais écoutée, les enquêtes publiques, elles sont faites à l'arrache, et les gens ne sont pas informés. Et en fait, c'est ça aussi, c'est de se documenter, de regarder les articles qui sont faits par les médias, etc., notamment les médias qui soutiennent la lutte. Et de se méfier aussi des médias qui vont avoir tendance à décrédibiliser la lutte, etc. Et donc moi je dirais s'informer, soutenir financièrement et partager autour de soi. Compte tenu des éléments apportés par les avocats de Claudine et Sylvie lors de cette première audience, le tribunal a ordonné un renvoi au 5 décembre prochain. À cette occasion, il semble qu'une nouvelle action militante sera organisée à cette nouvelle date. Comptez sur nous pour vous apporter toutes les informations qui vous seront communiquées ultérieurement. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager massivement autour de vous. Cela nous aidera à faire connaître davantage le combat de ce collectif, d'être mieux référencé sur le net, et donc de pouvoir continuer à mettre en lumière toutes les luttes qui sont menées au sein de notre département. Si vous souhaitez soutenir financièrement ce collectif, les aider à couvrir les frais de procédure engagés pour organiser la défense de Claudine et Sylvie, rendez-vous sur le lien disponible en description. Il vous dirigera vers la cagnotte créée pour l'occasion par Elzéar, Lure en Résistance. Nous vous invitons également à consulter leur site internet à l'adresse lureenrésistance.fr, L-U-R-E, enrésistance.fr. En ce qui concerne votre délégation Fakir 04, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Fakir Alpes-d'Haute-Provence, ainsi que sur YouTube et différentes plateformes de streaming telles que Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. À bientôt, dans la joie et la bonne humeur.